Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur le plateau ici du Col de Vence. Alors, ça sera le dernier numéro de la saison. Il n'y aura qu'un seul numéro unique pour le mois de juillet que vous découvrirez peut-être au mois de septembre ou octobre. Voilà, donc on va terminer cette saison avec quelques explications au niveau du col. Oui, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Il y a encore des lieux, de l'historique et du vécu qu'on a un petit peu, j'ai envie de dire, sous réserve. Ouais. Mais oui, en fait, il y aurait des années à discuter de ce col de Vence, des années. C'est vrai. Mais c'est Alors, vrai que oui, c'est toujours important d'en parler, bien sûr. Maintenir ce cap et maintenir le mystère. maintenir le mystère, en sachant que maintenant les mystères, on est en train tout doucement de lever le voile dessus. L'autre fois, on a parlé des énergies qui proviennent de ces monolithes que vous avez tout autour de nous. Il y en a de partout ici. On est dans un village, nous on l'appelle le village numéro 3, en fait, parce qu'il y a des lieux du village du plateau d'Isdol qui sont un petit peu éparpillés sur le plateau. C'est ça. Et donc, ces monolithes ici sont très chargés, elles sont énormes. Vous verrez tout à l'heure des vidéos et des photos. On est vraiment tout petit à côté. On se croirait presque à côté des monolithes d'Avebury, en Angleterre, qui sont aussi gros finalement. Et on voit très bien que ces structures, en fait, ce sont des structures qui ont été sculptées et qui ont été érigées ici à une époque très retirée. Hormis cette énergie qui est quand même très dégagée de ces blocs et qui attire aussi le phénomène sur le site ici, il y a aussi autre chose qui s'était passé et dont on a été témoin il y a déjà longtemps maintenant, dans les années 90, en fonction de tout ce qui se passe en sous-sol, et notamment des structures qui seraient, parce qu'il faut toujours parler au conditionnel même encore, parce qu'on n'y a pas été, mais avec tout ce qu'on a vécu et le passé qu'on a, on le sait, il y a des structures qui pourraient être artificielles, sous le col, avec d'immenses galeries, mais aussi peut-être autre chose. Et là, justement, c'est ce qu'on va essayer de développer, puisque dans les années 90, on a vu des choses absolument incroyables. Enfin, je laisse la parole à Titov pour peut-être expliquer. Oui, tout à fait. De toute façon, depuis le début, on pense à ces structures qui seraient donc en sous-sol. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été dit, et on en a fini aussi par le conclure nous aussi, qu'il y aurait une base en dessous le col de Vence, d'où entreraient et sortiraient des objets et certainement des êtres humanoïdes. Et on a plusieurs preuves, que ce soit en photo ou en vidéo, qui démontrent et qui appuient cette théorie. Alors, où se trouvent ces entrées, où se cachent-elles, bon, ça c'est une question à laquelle malheureusement on ne peut pas répondre. Sinon, on aurait certainement un gros début de réponse, finalement. Bien qu'on ait certaines idées. Oui, voilà, on a des idées. On a des idées parce qu'on a eu un vécu et on a quelque part des images de tout ça. Enfin, oui, tout à fait, ouais. On a des images. On a des images, entre parenthèses, aussi d'objets qui rentrent dans le sol. Oui, alors ça, par contre, je ne les ai pas personnellement, mais je sais que certains de l'équipe l'ont. Alors, par contre, oui, on a certaines images qui sont très évocatrices de tout ça. Mais moi, j'ai envie de venir sur une autre chose, ça veut dire, est-ce que ces hypothèses donc de base souterraine qui pourraient donc évoquer forcément un forage, est-ce que tu penses que c'est lié à tout ce qui pourrait être militaire? Et là, je ne parle pas de cette époque, mais je parle d'une époque beaucoup plus ancienne. Oui. Alors j'allais en venir, c'est vrai qu'on peut évoquer le sujet militaire concernant ce plateau du col de Vence et ce qui se passe en sous-sol. Et donc c'est vrai que ça pourrait être des structures qui datent qui sont très vieilles en fait, quoi. Hein, voilà. En fait, on pense, de par certaines hypothèses que nous avons en relation avec certaines sources, il pourrait donc s'agir déjà des bâtisseurs de l'ancien monde. Donc là, on est sur une civilisation antédiluvienne. Oui. Et il faut savoir qu'à l'époque, bien évidemment, des contingents militaires existaient. Et là, je veux remonter à l'époque des Anunnaki.
Parce que les Anunnaki, bien évidemment, que c'est une civilisation qui est complètement à part, c'est une civilisation qui vient d'ailleurs, mais c'est aussi une civilisation qui est très active en tout ce qui concerne justement le côté militaire. Ouais, tout à fait. Alors, pour revenir à ça, j'évoque un petit peu des expériences qu'on a connues. Donc, je vais en parler de 2-3 qui sont en fait, certains soirs, on s'est retrouvés sur ce plateau et on a vu débarquer des militaires qui sortent, on ne sait pas d'où. Enfin, les militaires. On a eu des ombres. C'est-à-dire, en fait, ce sont des hommes, enfin, l'apparence humaine, on va dire ça comme ça, Ouais. puisque quelque part, on peut tout imaginer, bien entendu, même sans partir dans des côtés farfelus de la situation, mais on a vu des véhicules avec 5-6 personnes, habillés tous de manière très sombre, faire des allers-retours dans une certaine structure ici, pas très loin, on va dire, et faire un petit peu comme un échange de contingents. C'est-à-dire, en fait, ils prennent la relève d'une équipe. C'est ça. C'est là où je voulais en venir, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez intriguant de voir ça sur un plateau comme ici, de voir ces personnes justement se croiser, se donner, j'ai envie de dire, un peu l'image du relais comme en athlétisme, de dire, bah ça y est, voilà, on prend le relais sur une autre équipe. Donc on pense un petit peu aussi au travail des 8 heures, hein, la faction des 8 heures dans les usines. Voilà, donc ces personnes prennent le relais d'autres, mais ça reste quand même des questions qui se posent en permanence parce que qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Qu'est-ce qu'il y a finalement à faire ici, dans ce lieu-là? Et c'est vrai que ça rajoute encore une part du mystère, à savoir qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles font sur le col. Oui, parce que aussi, il faut savoir qu'à l'époque, on restait beaucoup plus tard. Oui. On avait des heures d'activité sur le col qui allaient très souvent jusqu'à 5 heures du matin. En revanche, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que bon, on a chacun nos activités et on est obligé forcément de rentrer un peu plus tôt. C'est pour ça que pendant les vacances, ma foi, pourquoi pas faire du coup des veillées beaucoup plus longues. Mais ceci dit, ça ne changera rien en ce qui s'est passé dans les années 90, puisqu'aujourd'hui, on sait que toutes ces activités ont cessé. Il n'y a plus ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que tous les deux, on l'a déjà remarqué aussi, étant donné qu'on était dans les années... Enfin, il y a quelques années seulement, j'ai envie de dire en 21 et en 22, on était à proximité de ces structures-là et on n'a plus rien vu de la sorte. Ouais, c'est vrai. Donc, on se dit, et d'ailleurs, à l'époque, on avait pas mal de bruits sourds sous nos pieds qui pouvaient évoquer justement une certaine activité en sous-sol qu'il n'y a plus aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pas relevé parce qu'on est passé, on a fait des prises de vue directement, mais moi, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Sous-sol. Ah bon? Ouais. Alors, il faut savoir quand même qu'on est sous une réserve d'eau qui passe, qui est juste là. Hein. Mais par contre, j'ai entendu un bruit sourd. Et comme tu n'as pas relevé... Ah, j'ai pas entendu. Ouais, je me suis dit, il n'a pas entendu. Et puis, on est passé sur autre chose. Mais moi, par contre, tout à l'heure, oui, j'ai entendu quelque chose sous terre. D'accord. Attention, ça peut être n'importe quoi. Oui. Mais je l'ai entendu très brièvement. Ouais. Parce et ça, c'est vrai qu'à l'époque, on avait souvent ces bruits. Mais on avait souvent ces bruits, mais c'était aussi de la vibration active. C'est-à-dire, en fait, quelque part, ça ne ressemble pas du tout à un séisme, ça n'a rien à voir. Et ce sont des sons, des bruits qui viennent du sol, qui remontent et qui rentrent dans les pieds. Ouais. Et ce n'est pas du tout... ça n'a rien à voir avec la sismologie. Et non, ça fait penser à une activité souterraine. Tout à fait, voilà. Exactement. C'est exactement ce qui s'était passé. Et alors, peut-être aujourd'hui encore, mais on ne pense pas, puisque l'activité a beaucoup cessé. Par contre, que ça a été et que ce soit militaire, oui, très certainement. Est-ce que ça a été en récupération avec des cellules militaires d'aujourd'hui? Très certainement, très probablement. On pense qu'aujourd'hui, certaines cellules qui sont en sous-sol sont encore peut-être en activité en rapport au lieu,
la technologie LIDAR ou les radars de sol, si on avait ça aujourd'hui en notre possession, on pourrait peut-être, ça nous permettrait peut-être d'avancer dans cette quête et trouver des endroits justement spécifiques, voire des ouvertures qui partiraient en sous-sol. Comment pouvoir y accéder? Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on serait les bienvenus? Certainement pas. Ouais, ça c'est notre question. C'est vrai que, donc là, alors, imaginons dans un scénario un petit peu extrême, qu'une personne trouve une des fameuses entrées sur le col qui part dans ces bases sous-sol. Quelle est la réaction? Alors, si on arrive à rentrer dedans, jusqu'où on peut aller? Comment on va être accueilli, comme tu dis? Ouais. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà. Oui, surtout, tu peux rentrer et peut-être t'en sortirais pas. Oui, ça aussi. Donc voilà. On ne sait pas. Ouais. Disparition, mais où il est passé? Voilà. Et il y a déjà eu des disparitions sur le col. C'est vrai, il y en a eu plusieurs. Ouais. Ouais. On n'a jamais retrouvé les personnes d'ailleurs. Oui. Donc est-ce que c'est suite à un chevauchement dimensionnel? Possible. Possible. Parce que des portes spatio-temporelles, il y en a ici, sur le site du col. Ça a été filmé en 2022 par la Sentinelle. Et on sait que ça existe. Qui dit chevauchement dimensionnel dit dimension parallèle. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie des mystères du col de Vence ici. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas qu'ici. Non. Ça se démontre aussi ailleurs dans le monde. Il y a quand même une relation qu'on va quand même encore refaire, parce que c'est quand même très important. On pense également que sous le col, donc hormis ces structures, il pourrait y avoir justement une coupole hémisphérique, exactement comme à Bugarache et dans les monts Boutchegui. Exact. Et d'ailleurs, on va revenir sur cette ligne que tu avais tracée sur la carte, mais ces trois points sont liés, on pense qu'ils sont liés, et peut-être même qu'ils communiquent, tous les trois, de manière souterraine, peu importe la distance. C'est pas la distance qui fait peur, j'ai envie de dire, aux bâtisseurs de ceux qui ont monté ça. D'accord ? Si en plus on est sur les bâtisseurs de l'Ancien Monde, ils avaient une technologie qui était complètement différente de la nôtre, et qui était d'ailleurs beaucoup plus évoluée, mais qui ont disparu, et qui a disparu donc avec le temps et avec le fameux Dryas récent. Et on pense que ces civilisations résident essentiellement sous terre. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Et en fait, c'est pour prendre en fait une image toute simple. Si une famille a, on va dire, 3 ou 4 maisons quelque part étalées à travers le monde, je pense qu'il y a de fortes chances de retrouver un petit peu les mêmes structures et la même décoration intérieure. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on retrouve un petit peu, voilà, on retrouve un petit peu cette façon de faire, qui serait certainement la même, et aussi au niveau de la technologie et surtout de à quoi pourraient servir en fait ces coupoles hémisphériques. Parce que c'est bien de dire coupole hémisphérique, mais à quoi elle servirait vraiment? Si on la possédait, est-ce que cette énergie pourrait se passer finalement entre ces trois sites? À quoi ça servirait? Alimenter d'autres sites, Voilà, tout à fait. C'est fort possible. Bon, Titoff, on est bien ici à l'ombre. On est super bien ici. Voilà, on est content de partager ça avec vous. Une fois de plus, là, on parle de très anciennes civilisations. Donc, les objets qu'on pourrait filmer et observer ici sur ce site ne viendraient pas forcément de l'espace. Il y a plusieurs hypothèses en rapport à ça. Donc, il y a les hypothèses du monde intérieur. Donc là, on revient encore sur les mondes en sous-sol, des mondes cachés en sous-sol. Je pense que la théorie de la Terre creuse, finalement, elle est très très bonne. Elle se vérifie de plus en plus. Elle se vérifie de plus en plus. Mais j'ai envie de te dire un truc, mon Titoff, il y a aussi une chose à laquelle on n'a jamais relevé, parce qu'en fait, on se dit, mais ce serait trop irrationnel pour pouvoir y penser. Mais on parle aussi d'un monde qui serait au-delà du mur glacé de l'Antarctique. C'est vrai. Selon certaines cartes, qui datent du XVIIe siècle, il y aurait d'autres mondes complètement inconnus, et d'ailleurs qui nous est interdit, et très surveillé, qui est donc ce fameux mur de l'Antarctique. Et on pense que ces civilisations qui sont très évoluées
et qui datent évidemment de bien plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer, auraient justement ces objets qui pourraient venir nous voir Ouais. et qui pourraient venir tout simplement évaluer en fait notre état d'aujourd'hui, notre humanité, nos technologies, comment on a évolué, etc. Et je pense que de penser à ça, en fait, ce serait, on serait pas trop dans le faux, parce que finalement, ça rejoindrait beaucoup d'éléments qui ont été rassemblés depuis maintenant plusieurs années, C'est ça. avec les gens qui pensent que éventuellement aussi la Terre serait plate, mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut le voir. Si on a effectivement ce mur de glace, l'astronaute Thomas Pesquet. l'avait signifié dans une émission, dans une interview, ça veut dire que lui, c'est des choses. Il n'a pas pu, évidemment, les avancer et les prouver ouvertement dans l'émission, mais il en a fait des insinuations. Il explique que quelque part, la Terre, eh bien, elle est pas totalement sphérique. Il y a un côté plat, et ça expliquerait justement ce mur de glace et les autres mondes qui nous sont cachés. Évidemment, il faut se méfier des vidéos fake, bien entendu, mais il y a des vidéos qui sont réelles, qui sortent un peu sur les réseaux sociaux, de gens, à mon avis, très très bien placés, qui découvrent d'autres mondes au-delà de ce mur glacé. Ouais. Voilà. Très intéressant. Et donc, en fait, ces anciennes civilisations, avec ces objets très évolués, avec une science et une technologie dont on commence à avoir accès aujourd'hui grâce aux travaux de certaines personnes comme Bob Lazar, avec l'élément 115, et dont il a travaillé longtemps dans la zone S4, qui se trouve au sein même de la zone 51. En fait, on commence à toucher du bout des doigts aujourd'hui une technologie qui nous a été donnée par nos ancêtres. Ces anciennes civilisations viendraient nous voir, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on pourrait se dire, oui, mais comment ça se fait que ça n'a pas été mentionné avant? Mais en fait, si. Donc en fait, je reprends une revue qui est très ancienne, mon Titoff. Ah oui. Ça, c'est ancien. Hein. Ça fait partie des premières revues, si ce n'est la première. Ufologia, Traite le sujet. numéro 1 d'objets volants non identifiés, ovnis, astronautiques, archéologie, parapsychologique et phénomènes insolites. Ça date des années 60. Et à l'intérieur, on a des dates absolument effarantes. Non seulement à l'intérieur ici, nous avons toute la vague d'ovnis vus en 1954, mais on a également les premières dates d'observation d'ovnis qui datent de 1663. Ah ouais. 1663. J'ai laissé énumérer ici, attention, c'est très fragile, juste un petit peu les premières datations, si tu veux, des observations. Ah oui. Alors, donc, en 1663 Canada, 1704 en Suisse, 1731 à Florence. L'Italie. L'Italie était très impliquée, comme on vous l'avait déjà dit, à l'époque par le phénomène ufologique. Oui. On voit 1779 Boulogne, 1816 Angleterre, 1819 au Canada, par 2 fois, au mois de novembre. 1860, on passe dans les Indes, en Inde. Ouais. Et après, regarde, un pays dont on ne soupçonnait absolument pas l'intérêt ufologique, on a le Japon à plusieurs reprises. Japon, exactement. Surtout dans les années 60. Beaucoup dans les années 60. Voilà. Donc en fait, quand on dit oui, mais c'est tout le temps dans les mêmes endroits aux États-Unis, non, c'est pas vrai. En fait, ça touche le monde entier et ça touche des régions sur lesquelles en fait on n'aurait même pas pu soupçonner, comme le Japon, insoupçonnable. Ouais. On peut pas dire que le phénomène ufologique soit relaté à travers le monde au niveau du Japon, et pourtant si. Eh oui. Comme quoi. C'est vrai que le Japon, c'est un pays qui reste assez discret par rapport. Il reste assez discret pour plein de choses, et notamment aussi en matière d'ufologie. Alors, ce qui est bien avec ces livres très anciens, avec ces revues très anciennes, c'est qu'on a un historique, et c'est ça l'important. Ouais. C'est de retrouver l'historique en matière d'ufologie, et ça, c'est absolument génial. Ah oui. Et ça m'a été donné par quelqu'un de bienveillant, et qui m'a carrément donné les 35 numéros d'Ufologia, qui sont les premiers magazines où tout était relaté à la pointe et au détail près. C'est juste exceptionnel. Qu'est-ce que tu en dis, mon Tito? Ah bah ça, moi, ça me fait rêver, parce que c'est vrai que de posséder des documents comme ça, anciens, et qui relatent de faits ufologiques, de tout ce qui nous passionne depuis longtemps, on se dit que finalement, c'est vieux. C'est une mine d'informations.
C'est une mine d'information. Il parle également aussi de Valençol de 65. Il parle de tous ces cas-là. Et on a tous les cas répertoriés non seulement sur le territoire, mais aussi ailleurs dans le monde. Ah oui, oui, oui. Donc voilà. Alors pour ceux qui habitent en Moselle, hein, sachez que dans votre région, bien, ma foi, pendant presque 20 ans, il y a eu beaucoup d'observations. Bah, essentiellement en 54. Hein. Enfin, bon, je vois La beaucoup vague de 54 en la France. plus grande vague. Voilà, il faut savoir qu'à l'époque, c'est là qu'on a retrouvé le premier crop circle à côté de la base aérienne d'Orange. Alors ces pilotes aperçoivent pendant leur montée avec stupéfaction un engin de forme sphérique argenté en stationnaire à une altitude d'environ 10 000 pieds. Les deux avions poursuivent l'engin qui semble grossir, puis se déplacent ensuite sur une trajectoire montante. L'observation durera environ 6 minutes avant que l'engin disparaisse sous la forme d'un point à l'horizon. 19 juin 1951, à proximité de la base aérienne d'Orange, un crop circle est découvert, donc 4 jours après l'observation de nos deux pilotes. Et le 25 juin, donc 6 jours plus tard, un rapport de l'observation d'un militaire, le sergent-chef Priot, est envoyé au secrétaire d'État des Forces armées, dont voici le bordereau d'envoi et qui dit, je cite, « L'observation est relative à un engin bizarre circulant dans l'espace aérien de la base aérienne d'Orange. Alors, est-ce le même objet que l'observation du 15 juin ou y a-t-il un rapport avec le crop circle du 19 ? Nul ne le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait bien quelque chose d'étrange et d'inhabituel qui se déplaçait dans le ciel d'Orange pendant cette période. » Alors ces observations d'ovnis et de phénomènes étranges vont se succéder en 1954 avec la vague de l'automne, une période pendant laquelle en France de nombreux cas d'ovnis ont fait leur apparition de septembre à novembre avec un pic en octobre et 28 localités au total sont touchées. Avec ici quelques coupures de presse qui relatent ces événements. Un engin mystérieux se serait posé. Ici, des habitants dessinent ce qu'ils auraient vu. Une douzaine d'engins mystérieux survolent le ciel nancéen. Dans cet article, une inquiétude des autorités militaires. Et dans celui-ci, très intéressante, qui relate un globe scintillant. Alors peut-être on pourrait faire le lien avec la sphère argentée observée par les pilotes en 1951. Et sur ces coupures de presse, a priori, des observations de soucoupes volantes. Et on a cette vague d'observation qui est relatée ici, Ouais. avec en détail avec les mois. Ouais, ouais. Alors, je remarque quand même que c'est beaucoup septembre, octobre, novembre. Et c'est essentiellement septembre-octobre. Donc, voilà, on peut penser qu'il y a une activité plus forte durant ces 2 mois de l'année, septembre-octobre. Et d'ailleurs, sur le col. Et c'est là où on a le fameux triangle en 94. C'était au mois de septembre, Exactement. le 5 septembre. Oui. Et c'est vrai qu'au mois d'octobre, on a eu, nous, ces dernières années, beaucoup, parce qu'on a fait beaucoup de veillées et puis de travail sur le terrain. Tout à fait. Et c'est vrai que septembre-octobre, on a eu beaucoup de résultats. Exactement. Ouais. Septembre-octobre, ce sont des bons mois. Alors pour ceux qui veulent essayer de voir quelque chose ici sur le site du col, on vous donne les mois, j'ai envie de dire, les plus fréquentés par le phénomène. Ouais. Mais que c'est complètement illusoire parce qu'en fait, quelque part, il est toujours là, mais on va dire qu'il se montre plus facilement aux gens ou aux personnes. C'est septembre, octobre, novembre. Et après, c'est avril, mai, juin. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas parce que vous allez venir une fois que ça va se passer. Non. Mais il faut y monter régulièrement. Et c'est avec le temps et avec la patience qu'on arrive à pouvoir à avoir et capter des images d'un phénomène qui est complètement toujours inexpliqué et qui vient peut-être finalement de pas si loin que ça. Oui. Parce qu'on avait mentionné le mur de glace qui se trouve donc en dehors de notre monde existant, auquel on croit que waouh, c'est toute la Terre, en fait non. Ça date pas d'hier, donc tout ça est vu et observé depuis maintenant des centaines d'années. Et là où je voulais en venir tout à l'heure justement, c'est depuis nos essais nucléaires avec les premières bombes atomiques dans les années 40 que le phénomène a commencé à se montrer.
C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a émis des vibrations négatives dans le sol. On en revient encore à ce qui se passe en sous-sol. Ouais. Quand on émet des énergies négatives dans le sous-sol, ça nous affecte pas seulement que nous, mais aussi d'autres civilisations. On dit toujours oui, mais c'est vrai que ça peut impacter d'autres civilisations dans le cosmos. Peut-être, mais attention, pas que. Ça impacte également des civilisations qui sont sous terre. Et c'est là le problème. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que depuis les années 40, on a eu beaucoup plus d'observations au niveau du phénomène OVNI. Donc OVNI, les objets volants qui ne sont pas identifiés, donc inexplicables, donc inconnus, on est toujours dans le I, non identifiables, inconnus et inexpliqués. Quoi qu'il en soit, on est sur le même type d'objet, c'est-à-dire que ce soit des pannes, des UAP, parce que maintenant ça s'appelle comme ça, ou le phénomène OVNI, on est exactement sur la même chose, mais ce sont des objets qui peuvent venir de l'intraterre, mais aussi du monde extérieur, donc inconnu à nous jusqu'à maintenant. Ouais, Sauf par certains élites qui font partie de l'état profond non répertorié, ouais, c'est bien dit. d'accord, qui savent des choses, qui contient environ entre 300 et 400 personnes qui dirigent le monde. Mmh. Oui. Eux, ils sont très au courant, ne vous inquiétez pas. Et à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, le Troisième Reich était très au courant aussi, puisqu'on retrouve, et on a retrouvé, et ça, on les a en images, ce n'est pas juste des choses qui sont évoquées comme ça. Il y avait des bases nazies à l'époque qui étaient en Antarctique. La Terre, elle fait un cycle. Il faut savoir que quand on rentre dans une période d'ère glaciaire, il y a d'abord un réchauffement. On pense qu'on arrive dans une ère glaciaire, d'ailleurs qui suivrait tout à fait un cycle tout simplement terrestre, puisqu'on a une ère glaciaire à peu près toutes les 10 à 12 000 ans. Le dernier Dryas récent a eu lieu il y a 11 800 ans exactement, donc l'ère glaciaire 12 800 ans. Il faut savoir qu'une ère glaciaire dure environ 1000 ans, donc on est exactement dans la bonne période. Ah ouais. Quelque part, hein, un petit apéro là, avec la table serait le bienvenu. Ah, il aurait été pas mal, ouais. Il aurait été pas mal, mais on doit partir maintenant parce Ouais. qu'on a un rendez-vous. On vous laisse, on vous dit donc à la prochaine pour la suite, bien que ce soir on va faire une veillée. Et on va faire la deuxième partie ce On soir. se retrouve donc ce soir sur le terrain à Bien nouveau, sûr. comme la vidéo précédente, en espérant que cette fois-ci vous serez avec nous. Mmh. J'espère que certains comprendront ce qu'on veut dire. Mmh. Voilà, enfin, on se retrouve donc ce soir sous le terrain à nouveau, et j'espère que cette fois-ci vous serez avec nous. À tout à l'heure. À plus tard sur le terrain. Alors, Ça va être un satellite, ça? non, c'est trop lent pour un satellite. Et ça clignote pas, hein, ça ne clignote pas. Écoute, on dirait, tu sais quoi, le même qu'on avait eu en avril, tu t'en souviens? Ah ouais. Ah, ça reste toujours lumineux, c'est pas normal. Non, puis ça clignote absolument pas. Attends, je vais essayer d'agrandir un peu. Ouais, je regarde toujours. Bravo, mec, regarde. Voilà, on est en place ici avec les jumelles nocturnes, donc comme prévu. Qu'est-ce que ça dit jusqu'à maintenant? Bah écoute, On a eu quelque chose ou pas? ouais, on a eu 2-3 petits signes alarmants, mais enfin bon, après on n'en est pas sûr, mais Mmh. en tout cas on a vu, comme là je le vois en ce moment, Ouais. voilà, Mais on a quand même, qui se déplace. on a quand même vu tout à l'heure, à la sortie du resto, on a quand même vu un point lumineux se balader. Donc j'ai réussi à le filmer et qui était presque en stationnaire au moment où on parlait des anciennes civilisations. Ouais, tout à fait, Et ça rejoint un peu en fait finalement le reportage qu'on faisait cet après-midi. complètement. Voilà. Donc par rapport à ça, C'est vrai qu'il y a une, aux civilisations anciennes, aux technologies anciennes dont on n'en a pas connaissance, mis à part quelques groupes, on va dire des élites qui n'appartiennent pas au grand public. Mhm. Donc voilà, et qui ne sont pas voués à dévoiler cette technologie qui est donc beaucoup plus évoluée que la nôtre d'aujourd'hui, de moins par rapport à ce qu'on connaît, mais qui sont relatives, si tu veux, aux anciennes civilisations.
Donc, alors, qu'est-ce que tu as Vas-y, fais voir un peu. Ah bah là, bah écoute, voir. pour Regarde. l'instant, bah, Travers les jumelles. ouais, je sais pas si on peut bien voir. Ouais, ok. Voilà. Donc on arrive quand même à voir un ciel assez net. Ok. Il y a pas mal de petits points lumineux, on va dire, qui se déplacent, mais bon, c'est vrai qu'on peut mettre ça sur le compte des satellites, de tout ce qui peut voler finalement dans l'atmosphère. Ouais, parce que les satellites, il y en a il énormément. y en a beaucoup. J'ai envie de dire que 98% du ciel, voire 99%, ce sont les satellites. Ouais, beaucoup. Et on se fait, à chaque fois, c'est pas qu'on se fait avoir, mais on sait maintenant que grâce à tous les trains Starlink qui ont décollé depuis plusieurs années, qu'aujourd'hui, en fait, le ciel en est absolument rempli. C'est une véritable toile d'araignée de satellites en ce moment qui est autour de notre planète, et donc qui fausse un peu, on va dire, une certaine interprétation de ce qu'il pourrait y avoir. Bon, on va dire qu'il nous facilite pas la tâche, parce que c'est vrai que là, du coup, on tombe sur le... alors, on commence à toucher quelque chose, et puis finalement, c'est vrai qu'avec avec cette forte affluence de satellites dans le ciel, Ouais, on ne sait plus quoi. Voilà, c'est vrai ça. que ça devient difficile maintenant. c'est ça, c'est faussé. C'est faussé. Et on a Comparativement toujours tendance avant. à dire, alors pour aussi donner un conseil aussi un petit peu à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous voyez un point, je prends vraiment le cas où on peut être sûr Oui, du phénomène, c'est le point qui se déplace finalement, un point lumineux, parce que je dis lumineux parce que ça peut être n'importe quoi, mais qui se déplace sur l'écran et qui va revenir en arrière, ouais, ou descendre, ou monter d'un coup, enfin, qui va avoir finalement qui va prendre des directions qui sont totalement inacceptables. On peut le dire. ouais. N'importe quel être humain ne peut pas accepter ces forces d'appareils comme ça qui se déplacent d'un endroit à l'autre comme ça si rapidement. Donc là, on exclut tout ce qui est engin terrestre et finalement, on se tourne vers l'extraterrestre. Oui, enfin, en tout cas, on se tourne vers des objets complètement inconnus à nos jours, puisqu'en fait, ils ne sont pas dévoilés. Et on sait que d'autres technologies existent, ça c'est sûr. Après, j'ai envie de dire que le fait d'admettre que tout ça existe aujourd'hui, même encore aujourd'hui, pourtant, avec l'avancée qu'on a au niveau de la divulgation, encore, il y a certaines personnes qui ont encore du mal à pouvoir admettre que ça peut évidemment exister, bien entendu. Oui, bien entendu, ça Ok. restera toujours le problème depuis longtemps. C'est que c'est vrai que pour faire accepter cette philosophie Oui, à enfin, une personne lambda, bon, oui. c'est compliqué, oui, bien Oui, sûr. il faut simplement se dire que, au vu de notre vie au quotidien, j'ai envie de dire de tout le monde, Ouais, monsieur tout le de la monde, plupart des personnes, c'est vrai que d'admettre ce genre de choses qui ne sont pas du tout, qui pour nous sont complètement inconnues, parce qu'en fait on ne divulgue absolument rien, et nous, on est des chercheurs alternatifs par rapport à ça, on essaie d'éveiller une certaine vérité, c'est pour ça qu'on est là, qu'on est sur le terrain depuis 30 ans, parce qu'on sait que ça existe. Maintenant, ceux qui peuvent l'admettre en tout cas, et qui peuvent l'intégrer et l'incorporer dans leur façon de comprendre les choses, c'est bien. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, j'ai envie de dire, c'est tant pis pour eux. Exactement. C'est tout. On ne peut pas forcer un esprit humain à intégrer ou à incorporer ce qui peut exister et ce qui va au-delà de son imagination. Oui, tout à fait. Tout ce que nous, on relate ici sur le terrain, c'est uniquement de la réalité. Voilà. Donc on vous tient au courant pour la suite. Et puis voilà, donc une paire de jumelles ici, une deuxième ici en planque. Ouais. Enfin, en planque. Satellite qui passe au-dessus, là, j'ai essayé de le filmer. Alors, avion, satellite. Ça y est, je l'ai. Et puis bon voilà, hein, malheureusement aujourd'hui c'est ça. C'est avion, satellite, avion, satellite. Ouais, c'est beaucoup. Après, pour tomber vraiment sur l'objet, d'ailleurs tu l'as bien dit tout à l'heure, le véritable objet, ça serait qui change de direction, qui fasse demi-tour du très style. vite, ouais. Voilà, ça nous est déjà arrivé. C'est plutôt rare, mais c'est déjà arrivé. Donc du coup, on attend ça en fait. Oui, voilà. C'est ce qui nous différencie de... Voilà, on attend aussi ce droite-gauche qu'on avait eu à un moment donné et qu'on n'avait pas pu filmer, rappelle-toi, Ouais. parce que ça nous avait bloqué l'appareil. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, c'était absolument incroyable. Tout à fait. Droite-gauche comme ça rapide, c'est pas du tout
c'est pas du tout approprié à un objet conventionnel. Non. Là, on sait qu'à partir du moment où ça change de direction aussi rapidement, Mm. c'est quelque chose qui ne va pas. C'est ça. On a la preuve. Oui, c'est ça. Si ça reste sur la même ligne Mm. pendant toute la durée de l'observation, bon, oui, on peut se poser des questions, satellite, autre chose. Allez, on est là toujours avec mon Titeuf, on est en planque, on attend, on patiente, et puis on verra. Donc, on continue les observations. À tout à l'heure. Certifie Ouais. que Alors, la montre était à l'heure, on quoi. vient de se rendre compte qu'en fait, il est minuit et demi, mais sur la montre de Titeuf, il est 23h30. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible qu'il soit que 23h30. Incroyable. Donc en fait, il s'est passé un truc au niveau de ta montre. Il y a une autre montre ici. Ouais, il y a une autre montre. Vas-y, allume. Où il est. On voit bien. Minuit 30. Donc en fait, oui, on a une différence d'une heure là, qui s'est passée. Et là, on ne peut pas l'expliquer. 23h31. Mais j'ai rien touché, hein. Ouais, mais je sais. J'ai rien De touché. toute façon, tu peux pas régler ça. Et moi, je sais que la montre, je sais qu'elle est à l'heure. Voilà, elle est à l'heure, c'est sûr et certain. Voilà. Donc en fait, il s'est passé un truc au niveau de l'heure. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure cet après-midi au niveau du temps. C'est vrai qu'en fait, on est comme si on était sur ce plateau, sur ce col, dans une porte dimensionnelle, dans sa totalité. C'est en fait, on sait qu'au niveau du temps, il se passe des choses bizarres. On a eu On en a parlé aujourd'hui. Hein. on en a parlé aujourd'hui. On a eu le cas en 2021 où on avait fait un déplacement de 30 minutes sur le col et en fin de compte, le retour s'est fait en 5 minutes. Hein, tu t'en rappelles de ça? Ouais. C'était assez étrange. Le temps n'est pas le même. Il faut pas 5 minutes pour arriver jusqu'ici, on est d'accord? On n'a pas couru. Attends, laisse-moi regarder sur la montre. Hein 21h15. C'est ce qu'il y a marqué. C'est impossible, Michael. Ça m'étonne. Normalement, il faut au moins 25, 30 minutes. Comment ça se fait ça? C'est quoi le bordel? Ça fait un moment qu'on marche en plus. La photo, on a eu sur la photo ce genre de truc. Voilà. Donc, question luminosité, c'est un peu Noël avant l'heure. Dans le sens où il y a énormément de points lumineux. Énormément de points lumineux ici. Voilà, c'est vraiment, on dirait la neige, carrément. Alors que la photo d'après, alors, vas-y, allume par terre, qu'on puisse avoir un champ de vision pour la caméra. Ok, excuse-moi, voilà. Voilà. Alors que la photo d'après, au même endroit, la photo d'après, au même endroit, rien du tout. Donc c'est pas une question de, pour les gens qui se posent encore la question, objectif mal nettoyé, etc., etc. Non, c'est voilà. Ouais. Ici qui était prise, et juste après c'est là. On va dire qu'il y a 2 secondes d'écart entre les deux photos. Donc voilà. Même si on va dire c'est pas grand chose, mais on peut quand même constater que tous ces points lumineux, ça apparaît d'un seul coup et ça disparaît sur la photo d'après, au même endroit. Voilà. L'autre fois, on a fait la veillée, on s'était donné une heure, je crois qu'il était minuit et demi, et puis on s'est redonné l'heure
on avait l'impression une demi-heure après, et d'un coup d'un seul, il était 2h30. Donc là aussi, c'était très étrange. Et là, maintenant, on vient de voir qu'au niveau du temps, il se passe un truc ici, sur ce plateau. Donc, alors... Mais là, c'est la preuve avec la montre. Hein. Oui, je vais vérifier. Et on est ensemble depuis tout à l'heure. Oui, Vous alors, voyez bien que j'ai... Enfin, je sais pas. je vérifie. Voilà, regarde. Donc, sur la jumelle nocturne, il est 0h33 ici. Et on a donc, sur ta montre, voilà, donc 23h32, donc quasiment à la même heure. Et ici, est-ce qu'on a l'heure sur celle-là? Je ne vois pas. Non. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc il s'est passé un truc au niveau du temps. Voilà. Confirmé ici par le téléphone. Mon téléphone. Voilà. Regarde. Pareil. Ouais. Non, mais voilà. Il y a un truc là-bas. On remet pas en question, tu étais avec nous toute la soirée et puis tu peux pas changer dans le noir. Non. Donc voilà, c'est tout. Ça fait du bruit. Ça se pose même pas la question. Non, c'est pour ça que je suis moi-même très surpris. Oui. Vraiment. Bah, on se pose même pas la question. Hein. Je veux dire, de savoir s'il y a une manipulation, absolument pas. Ouais. Donc on sait très bien que tu n'y es pour rien et que en fait, Non, il s'est passé quelque chose. il s'est passé quelque chose. Ah oui. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous as sorti un truc. Tu te sentais un petit peu comme sous cloche, avec une voix robotisée. Ouais. Tu nous l'as dit. Une ambiance robotisée. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parlais, Ouais. c'est comme si tout résonnait autour de moi. Ouais. C'était... et j'ai l'impression d'être dans un cube, Ouais. où finalement enfermé, et puis où tous les sons me reviennent les uns après les autres. Un peu métallique. Très métallique. Voilà. Très métallique. Et C'est ce que j'allais dire, c'est que c'était... Voilà, c'était métallique. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on aurait dû... Bon, bien sûr, on va pas regarder l'heure à ce moment-là, mais... Et je pense que si on avait pu regarder ta montre à ce moment-là, ben, peut-être qu'on aurait vu l'heure changer, tout simplement. Mais on n'a pas non plus le réflexe d'aller voir à ce moment-là l'heure sur ta montre, parce qu'on se doute absolument pas qu'il peut se passer ce phénomène à ce moment-là. Donc, puis là, moi, je sais qu'elle était à l'heure. Ouais. Donc là, il s'est passé quelque chose ce soir. D'accord. Ouais, complètement. Allez. Complètement. Continue. On a été finalement très près du phénomène. Alors c'est vrai qu'on voit passer pas mal d'objets depuis tout à l'heure à travers le ciel. Mais quelque part, Mackay, ce que tu viens de démontrer avec ta montre, Orange Skinwalker, ils ont la même chose. Oui. Ils ont ce genre de phénomène. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on très souvent on fait la liaison entre les phénomènes du col ici, où on est dans une zone d'anomalie permanente, avec ce qui se passe au Orange Skinwalker. Souviens-toi le soir où on a fait le feu. Oui. À un certain endroit. Oui. Et tu as vu ton téléphone finalement se... Oh là là. Eh ben, c'est le même soir. Tous les symboles apparaissaient sur l'écran. Oui, alors ça, c'est le même soir où on a eu cette phase temporelle changée. C'est-à-dire, en fait, on a fait une traversée de 30 minutes sur le col, et au retour, en fait, il s'est passé 5 minutes. Ouais. C'est le même soir où sur le téléphone, sur l'écran blanc, alors que mon téléphone n'affiche jamais d'écran blanc, il y a une série de symboles qui se sont affichés, des symboles et une écriture absolument inconnue. Et là, j'ai même pas eu le temps de faire une capture d'écran pour te le montrer. J'ai voulu te le montrer, mais ça a duré quelques secondes et ça a disparu. Ouais. Et malheureusement, j'étais le seul à le voir. Et ça a été dans un des épisodes du Ranch Skinwalker. Voilà. La série, à un moment, il y a un gars qui fait la sécurité et il a le même souci, quoi. Son appareil. Ah oui, là, avec les téléphones, tu veux dire? Ouais, son appareil photo sur le téléphone tombe en panne, enfin bon, tout. Plein de choses. Une série d'anomalies en fait qui sont pas tout à fait, qui sont vraiment complètement irrationnelles, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, ça va. Bah écoute, on continue, on verra. Hein, mais voilà, donc un élément de plus ce soir à rajouter à la liste. Bon, petit Toff, on a changé d'endroit. Ouais. Voilà. Alors, on s'est avancé d'une centaine de mètres, on va dire, en rapport à là où on était. On est plus encaissé dans cet endroit où on a eu des choses qui se sont passées en 2022. Exactement. Où la Sentinelle a filmé. Alors, c'était très intéressant parce que c'est un des seuls documents qu'on a où on voit véritablement une entité sortir ou rentrer dans une porte spatio-temporelle. Ouais, exactement. Et ça, c'est fabuleux. Ouais. Moi, j'irais plutôt sortir, de mon point de vue.
Oui. Parce qu'on voit très nettement une sortie d'une porte spatio-temporelle, et avec quelques éléments lumineux qui ont été filmés juste avant dans les bois et qui n'ont absolument rien à voir avec quoi que ce soit comme lampe torche ou autre, Non. puisque en fait je les ai vus tout à l'heure à travers les bois. On vient de revoir ces lumières, Ouais, en fait, et c'est ce tout à qui nous fait. a attirés à nouveau dans ce secteur. Donc Toujours on a dans ce refait une secteur, centaine de ouais. mètres à Ouais. l'intérieur de cet endroit encaissé, où on voit... Voilà Mackay, donc on arrive à la fin de notre veillée nocturne. Ouais. Bon alors, du coup, il s'est quand même passé des choses. Oui. Alors, pas spécialement à travers les jumelles nocturnes, mais il s'est passé des choses presque en réel sur le terrain, Ouais, tout à fait. avec ce fameux changement d'heure. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose Ouais, d'incroyable. ouais, ça restera vraiment C'est un moment marquant. Hein. ancré, Ouais. parce que c'est rare. Et c'est vrai que là, ça fait, moi, ça me fait penser un petit peu à toutes les séries de science-fiction, Ouais. tout ce qui traite sur le sujet un petit peu. Mhm. Ouais, souvent on se dit, bah, il manque une heure. Il manque une heure. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure-là? Ouais, et là, pour le coup, il manquait une heure. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, tu as été pris dans un espèce d'espace, d'avoir été séparé de nous, en fait, de la réalité, Oui, d'avoir voilà. été mis de côté, en fait, Ouais, tout à fait. d'avoir été mis à part de Sous cloche. notre réalité, ce Ouais, qu'on ouais. appelle sous cloche, ouais. Ouais, j'étais un petit peu sous cloche. En entendant des sons synthétiques, en ayant la voix qui reflète, enfin qui rebondit finalement sur quelque chose de cubique. C'était très synthétique, très métallique. Ouais, ou de sphérique. Parce Mais qu'on le c'est sait, là hein, ce soir. on le sait bien, hein, c'est vraiment lié au phénomène Voilà. qui est sur le col ici, Exactement. et lié donc à cette zone finalement d'anomalie constante. Voilà. Et permanent. Et permanente. Voilà, bon, on vous laisse ici pour ce soir. On vous dit à très bientôt pour un prochain numéro, un prochain épisode de Col de Vence Activity. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.